Bonjour à tous et bienvenue dans notre studio vidéo du groupe Nice Matin pour ce 18e numéro de Territoire Éco, l'émission dédiée à l'économie azuréenne du groupe Nice Matin, réalisée en partenariat avec la Chambre de commerce et d'industrie Nice-Côte d'Azur et nos confrères du journal La Tribune Côte d'Azur. Pour présenter cette émission, à côté de moi et comme chaque fois, Karine Wenger, chef du service économie du groupe Nice Matin. Bonjour Karine. Bonjour Christian. Et l'incontournable Isabelle Ozias, rédactrice en chef de La Tribune Côte d'Azur. Bonjour Isabelle. Bonjour Christian. Et on débute ce numéro 18 de Territoire Éco par la grande interview. Le salon de la franchise aura lieu à Nice le 14 novembre prochain. Pour en parler, qui mieux qu'une franchiseuse à succès? Nous avons invité aujourd'hui Céline Molière, cofondatrice d'Emily & the Cool Kids. Petit retour en arrière, rappelez-vous, en 2007, Starbucks n'est pas encore installé sur la Côte d'Azur, mais Nice a déjà son premier coffee shop avec Emily's Cookies, cofondé par Céline Molière et Emily's Maher, qui propose des pâtisseries, des bagels, des cafés bien sûr. Au fil des années, ce coffee shop grandit, on se précipite tous dans ces magasins pour manger des cookies, et on ouvre des points de vente en nom propre et en franchise. Aujourd'hui, Emily's Cookies a changé de nom, s'appelle désormais Emily & the Cool Kids, et dispose de plus de 30 points de vente. Bonjour Céline Molière. Bonjour. Bienvenue sur notre plateau. Merci d'avoir accepté notre invitation. À défaut de nous donner les recettes que vous ne me donnerez pas de vos super cookies, au moins peut-être celles de votre succès, de votre success story. Est-ce que vous pensiez déjà créer un modèle de franchise lorsque vous avez commencé? Racontez-nous un petit peu vos débuts, qui j'imagine ont été un peu compliqués et mûrement réfléchis et préparés. Exactement, donc c'est vrai qu'en 2007, lorsqu'on a ouvert ce premier magasin rue Alberti, un magasin de 37 mètres carrés, tout simplement parce qu'on n'avait pas les moyens d'acheter un magasin plus grand, on avait déjà préparé le projet pendant plus d'un an avec Émilie. Je dis plus d'un an, mais je réfléchissais au projet depuis une dizaine d'années en fait, depuis mes 17 ans, ma première visite en Californie et cette découverte de ces lieux incroyables que nous n'avions pas en France, les coffee shops. Et durant un an, donc avec Émilie, on a réfléchi à tout, du concept voilà, de la carte au menu, à la décoration, à vraiment l'expérience qu'on voulait offrir à nos clients. Bien sûr, s'en est suivi un long processus, notamment au niveau du financement, puisqu'à l'époque, on avait 7 000 € chacune en rassemblant nos économies. Donc vraiment voilà, ce premier succès nous a rempli de joie, mais j'avoue qu'à cette époque-là, on avait du mal à avoir des projections aussi lointaines que 2024, où aujourd'hui donc nous en sommes, comme vous le savez, à plus de 30 magasins, avec une majorité des magasins en franchise, plus de 25 magasins en franchise, un chiffre d'affaires de la marque qui va atteindre les 12 millions cette année, et surtout le chiffre qui m'a marqué vraiment cette année, 1 million de transactions clients. Donc de se dire voilà, que de ce petit magasin rue Alberti, aujourd'hui, on a 1 million de personnes qui sont venues acheter un cookie, un café, un bagel et voilà, et générer à notre niveau, sachant qu'on a un ticket moyen relativement bas, de 12 millions de chiffre d'affaires en vendant des cookies à 2,90 €. Ouais. Voilà, c'est un petit exploit. Et puis le petit cookie niçois est parvenu jusqu'à la capitale, puisque vous avez ouvert récemment un magasin à Paris. Exactement, au cœur de Paris, à Forum des Halles. Donc c'est ce qu'on appelle vraiment un flagship, un magasin qui va nous donner vraiment une vraie visibilité. Alors on avait beau grandir, on grandissait en province et les Parisiens avaient tendance à dire oui, mais vous n'êtes pas à Paris. Donc voilà, il était temps de leur répondre et d'y être. Alors on va rentrer dans le détail de cette belle réussite avec Karine et Isabelle, mesdames. Céline, vous dites que la franchise est un modèle vertueux, c'est-à-dire quels en sont les avantages? Alors, c'est un modèle vertueux dans le sens où c'est un modèle gagnant-gagnant pour le franchisé et pour le franchiseur. Le franchiseur va pouvoir développer, donc faire croître son modèle sans investir de fonds propres, qu'en l'occurrence il n'a pas forcément, puisque c'était notre cas, et d'avoir des porteurs de projets, des porteurs de sa marque à travers la France, et de pouvoir les accompagner justement à toutes les étapes et maximiser leurs chances de succès. Puisqu'en fait, une franchise, c'est dupliquer un succès, un modèle qui a été éprouvé. Donc le franchisé a toutes les chances de son côté pour pouvoir réussir. Le franchiseur va pouvoir faire rayonner sa marque de manière nationale, en l'occurrence, voire internationale, grâce à un modèle dont il a prouvé le succès. On a parlé du franchiseur, on va parler des franchisés. Sont-ils nombreux à frapper à la porte d'Émilie? Et comment les recrute-t-on? Alors, on a beaucoup de chance, puisqu'effectivement, ils sont nombreux. On a actuellement 200 à 250 candidatures mensuelles de personnes qui viennent
frapper à notre porte virtuelle à travers les réseaux sociaux, grâce à des campagnes aussi de recrutement. Donc j'ai la chance aussi d'avoir de très bonnes équipes. Aujourd'hui, l'entrepreneuriat fait rêver, la franchise rassure et on a des gens justement post-Covid qui se demandent qu'est-ce que je suis plus très bien dans mon travail, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Je veux changer de vie, mais j'ai envie quand même d'avoir un certain filet de sécurité. Faire appel à une franchise, c'est s'offrir ce filet de sécurité aussi et choisir un modèle et un accompagnement qui va permettre d'être quand même relativement sécurisant dans un monde qui n'est pas forcément toujours. Il faut des bases entrepreneuriales ou pas du tout? Alors, une sensibilité entrepreneuriale, mais pas forcément. Nous, c'est vrai qu'on a un modèle qui permet d'être vraiment accessible. Quand je vois parmi mes franchisés aujourd'hui, j'ai des anciens graphistes, des anciens chorégraphes, journalistes. Donc, on peut vraiment imaginer... ça nous donne des idées de reconversion. Exactement. Tout type de reconversion possible. Ce qu'il faut avoir, c'est un vrai sens du commerce, dans notre métier en tout cas. Et ça, c'est vraiment la condition indispensable. Quel est le ticket d'entrée financier pour être franchisé de Emily & the Cool Kids? Alors, le ticket d'entrée pour Emily, c'est un droit d'entrée de 15 000 €, mais le ticket d'entrée financier pour entrer dans la franchise, c'est un apport d'environ 40 à 50 000 €, qui correspond à 20-25% de l'investissement global, puisqu'on sait que les banques vont potentiellement nous suivre sous réserve d'avoir cet apport. Quelle est votre plus-value, vous, en tant que franchiseur, en tant que Emily & the Cool Kids? Alors, notre plus-value, c'est l'expérience. Donc, c'est vrai que 17 ans, 18 ans, ça ne me rajeunit pas, mais c'est quand même une sacrée expérience du domaine. 18 années durant lesquelles on a pu tester ce qui marchait pas et modéliser notre savoir-faire et modéliser la performance de ce savoir-faire à travers des ratios, à travers en fait c'est mettre vraiment toutes les chances de succès au service de quelqu'un qui arrive dans le business et qui n'a pas justement cette expérience. Donc on va pouvoir gagner du temps, gagner de l'argent et atteindre un niveau de rentabilité beaucoup plus rapide. Je crois savoir que vous utilisez un logiciel qui vous permet de gérer un peu le flux piétonnier pour savoir où installer le point de vente. Tout à fait. Donc c'est un logiciel qui va nous permettre de mesurer le flux piéton de manière très précise, c'est-à-dire 6 mètres autour d'un emplacement, grâce au bornage téléphonique et à nos fameux smartphones que nous trimballons partout, de pouvoir savoir, avant de s'implanter à un endroit exactement et de manière très précise, combien de personnes vont passer devant le magasin. Nous, aujourd'hui, grâce à cette donnée et grâce à d'autres données que nous avons en interne, comme le ticket moyen, on sait en moyenne combien les gens dépensent dans nos magasins, on connaît également nos taux de conversion. On sait que quand 100 personnes passent devant un magasin, au moins 1,1 personne se laisse tenter. Il y a au moins un gourmand sur 100. Exactement. Les statistiques le disent. En tout cas, qui craque 1,1. Et donc, grâce à ce taux de conversion, grâce au ticket moyen, on va pouvoir faire des projections vraiment réalistes et de prévisionnelles qui vont pouvoir justement permettre d'investir de l'argent dans un projet qui est quand même solide. Et donc, la rentabilité, pour vous, c'est à quelle échéance ? Alors, la rentabilité est assez rapide, même si cela va dépendre de la typologie des emplacements. On va être sur du centre-ville, du centre commercial, mais on a pu constater une rentabilité entre 9 et 18 mois sur les franchisés qui ont ouvert justement sur les 2-3 dernières années. Donc, un retour sur investissement de ces 40 000 € vraiment rapide et très rassurant pour nous et qui nous permettent justement de nous développer avec sérénité. C'est une stratégie vraiment gagnante puisque vous êtes en hyper-croissance, peu ou prou, 25% par an depuis 2021. C'est énorme sur une chaîne de magasins commerciaux. Comment vous pouvez continuer cette courbe ascendante ? Alors ça, c'est assez difficile à prévoir, mais c'est vrai que l'observation de réseaux de franchises similaires aux nôtres, mais qui sont plus avancés dans le développement, me permet de dire qu'on va atteindre certains paliers. Donc on le sait, en franchise, les 10 premières franchises, on va dire que c'est le plus difficile. Il faut faire ses preuves de succès, il faut embarquer les gens dans une aventure qui reste un début d'aventure. Là, c'est le moment où on va recruter nos franchisés pionniers. Donc ceux qui croient vraiment dans le concept et qui vont... C'est là qu'il ne faut pas se tromper. Il ne faut pas se tromper. Ce sont vraiment les alliés et c'est eux qui vont co-construire avec nous le réseau de franchise. Donc là, on sait que les 10 premiers sont compliqués. 50, je sais que c'est un cap. Donc voilà, c'est un cap qu'on devrait atteindre d'ici 2026 si on suit cette progression. On essaie de ne pas trop
trop se mettre de pression. Si on l'atteint en 2027, ça ira aussi. Mais on sait que voilà, on va potentiellement atteindre des fois certains paliers, puisque le cycle de vie du franchisé, donc ces fameux 7 ans, fait qu'il va y avoir ou non des renouvellements de franchise, des gens qui partent vers de nouvelles aventures, des nouveaux entrants. Donc voilà, on se tient prête à vivre aussi des paliers dans la croissance et dans le développement de la marque. Est-ce qu'on peut parler d'un seuil critique pour votre modèle économique ? Alors, pas réellement de seuil critique. C'est vrai que voilà, aujourd'hui, la franchise, c'est beaucoup d'appelés en franchiseurs, beaucoup d'appelés et peu d'élus. On le voit, énormément de modèles souhaitent se franchiser, des fois avant même d'avoir éprouvé le concept, ce qui est quand même un risque. Je pense qu'effectivement, le seuil des 10 magasins est un seuil qui permet de prouver on est franchiseur. Il faut savoir aussi que pour en vivre et pour avoir une rentabilité économique de sa tête de réseau, 15-20 magasins, ça va être un modèle sur lequel on atteint à peine son seuil de rentabilité. Ouais. Donc, c'est pas forcément non plus... les gens s'imaginent qu'on peut être franchiseur et rentier, mais c'est super, les gens travaillent à ta place. Pas du tout. Non, ça marche pas comme ça. Il y a quand même la barrière de l'argent à l'entrée pour devenir un franchisé chez vous. Et je pense que vous avez mis en place un dispositif pour donner un petit coup de pouce. Tout à fait. C'est un dispositif assez innovant dans lequel je me suis associée avec Valérie Amirati de Skynet, Julien Sioffi et Elisabeth Servetti. Ce dispositif SMC va permettre de passer cette barrière à l'entrée qui est la barrière de l'apport personnel. Je suis une passionnée d'entrepreneuriat et je trouvais ça assez injuste de dire l'entrepreneuriat est réservé à ceux qui ont 40 ou 50 000 euros de côté. Ce qui n'est vraiment pas le cas de tout le monde et qui n'était pas mon cas à l'époque. Donc vraiment, je me suis dit, qu'est-ce que j'aurais aimé avoir pour me faciliter cet accès à l'entrepreneuriat ? C'était un accompagnement financier. Parce que quand on commence, quand on a 25 ans, quand on est une femme, qu'on a une super idée de vendre des cookies à 2 €, parce qu'en 2007, c'était 2 € à l'époque, on a besoin de confiance, et de confiance bancaire et de confiance financière. Cette confiance, j'ai réussi à la gagner lors de ces 17-18 années d'entrepreneuriat, et je me suis dit, voilà, comment la transmettre à des jeunes femmes ou pas, ou des jeunes hommes qui souhaitent se lancer dans l'entrepreneuriat mais n'ont pas forcément cet apport. Et c'est ce programme d'accompagnement qu'on a appelé Émergence, qui est une pépinière de franchise. On va non seulement les accompagner à travers notre rôle habituel de franchiseur, voilà, de suivre vraiment les étapes de croissance et de création d'entreprise, mais également au niveau financier, en leur apportant cet apport de départ et cet accompagnement bancaire. Que vous vous substituez à la banque ? Alors en fait, vous leur prêtez de l'argent. Alors c'est du financement, en partie du financement privé, l'apport effectivement, l'apport de départ est du financement privé, et ensuite bien sûr on est adossé aux banques sans qui on ne peut rien faire, on le sait, mais en effet effectivement on se substitue au niveau de l'apport. Mais l'apport, c'est les franchiseurs directement ou ça peut être des privés Alors, ça peut être des privés, donc c'est pour ça que c'est un club d'investisseurs que nous avons monté. SMC se présente vraiment de cette manière-là, sur lesquels voilà, des gens vont miser sur le concept et sur nos futurs franchisés. C'est un placement sous forme d'obligation, donc c'est un placement aussi rémunérateur. Voilà. Appel au business angel. Et ça marche parce qu'il y en a déjà plusieurs points de vente qui ont été ouverts sous cette façon. Tout à fait. Et donc, Paris Forum des Halles. Donc là, à la différence de la franchise, le profil du porteur de projet va être quelqu'un avec une vraie expérience en restauration. On ne peut pas prendre le risque financier de devoir apprendre le métier en plus. Donc là, on a un profil, comme je disais, voilà, souvent de femmes, plutôt jeunes, qui ont une vraie expérience significative en restauration de près de 10 ans. Et on va les accompagner, les faire grandir pour qu'elles deviennent, au bout de 3 ans, propriétaires à 100% de leur coffee shop qu'elles ont fait grandir avec elles. Et SMC, ça veut dire Sugar Mummies Club, qui est donc le programme de financement pour donner ce coup de pouce. On est les Sugar Mummies. Et est-ce que votre concept pourrait s'exporter ? Vous avez ouvert il y a quelques années une boutique en Islande. Où est-ce que ça en est ? Alors, cette boutique en Islande, elle a été exploitée pendant 7 ans par mon associée historique, Émilie, qui est revenue à Nice cette année. Donc, c'est un projet qu'on a revendu, qui a été un vrai succès. On a été étonnés vraiment de l'accueil des Islandais. On s'adressait à un marché complètement différent. On a dû faire quelques ajustements dans le menu. On a remplacé les salades par des soupes, par exemple. Oui, mais on s'est adapté au marché et on le voit, les chaînes le font. McDonald's, les premiers, n'ont pas la même carte aux États-Unis, en France. Donc on sait que l'exportation du concept est possible, mais il va demander des ajustements par rapport au marché.
Ça a été le cas en Islande et ça sera le cas, je pense, aux États-Unis, puisque c'est notre prochaine aventure en Californie, où nous avons fait l'acquisition d'un fonds de commerce et 2025, Emily's devient américaine. Ah, super. Belle nouvelle. Super nouvelle. Alors, vous avez ouvert, on va revenir en France, vous avez ouvert votre premier coffee shop en 2007. Est-ce que vous ne craignez pas, justement, vous parliez d'ajustement sur des pays étrangers, est-ce que vous ne craignez pas une certaine usure dans le temps sur des produits qu'on propose depuis 2007 traditionnellement? J'avoue, ça a toujours été une de nos préoccupations, voire une angoisse pour moi, de se dire, lorsque le concept a vraiment marché, de dire on va être un phénomène de mode. Et c'est quelque chose qui va passer comme une tendance. Et se dire, mon Dieu, mais j'ai investi tellement d'énergie, de temps, d'argent dans quelque chose, j'ai juste pas envie qu'il devienne un phénomène de mode. Donc je me suis vraiment penchée sur la pérennisation du modèle en disant, qu'est-ce qu'il me faut pour durer dans le temps ? Et c'est une question que toutes les entreprises devraient se poser. Qu'est-ce qu'il me faut ? Souvent, la réponse, c'est la recherche et l'innovation. Alors, on a beau non pas être dans la tech, mais dans le cookie, la recherche et l'innovation existent vraiment. C'est la raison de mes nombreux déplacements à l'étranger pour justement voir ce qui se fait ailleurs, quelles sont les tendances, le vegan, le gluten-free, qu'est-ce qu'on va pouvoir amener, quel va être le coffee shop de demain, parce que le coffee shop des années 2000, c'est pas le coffee shop des années 2020. Et on a vu, c'est un marché en pleine explosion avec de nouveaux entrants. Regardez aussi ce que les autres font, se remettre en question, redesigner ses magasins. Voilà. Alors, oui, comme quelqu'un qui vieillit, de se dire, voilà, qu'est-ce que je vais faire pour rester jeune aussi, qu'est-ce que je vais faire pour rester intéressante et solliciter justement l'intérêt de ses clients. Alors on a de la chance parce qu'on a des clients qui nous suivent vraiment depuis 18 ans, qui viennent régulièrement et de manière récurrente dans nos magasins. Il faut qu'on puisse leur proposer de la nouveauté, il faut qu'on puisse leur proposer un point de vente qui a toujours des détails en plus, qui est toujours au goût du jour. Et la preuve, donc on essaie d'observer vraiment avec attention ce qu'on appelle nos magasins pilotes, c'est-à-dire les magasins qui ont été les premiers à connaître ce succès. Ce sont des magasins qui se situent dans la région. Et à observer justement une croissance de ces magasins à minima de 5% par an depuis 17 ans. Ce qui veut dire qu'en fait, on a vraiment un renouvellement de clientèle et une fidélisation qui fait que le concept continue à bien fonctionner. Voilà. Ouais, et le cookies n'a pas d'âge de toute façon. Normalement, il traverse les âges. Comme vous, Christian. Alors ça, c'est moins sûr. Une de vos particularités, c'est que vos magasins ne se ressemblent absolument pas. Ils sont tous différents. C'est vrai. On est une franchise atypique. Je pense que j'ai transmis cet atypisme à ma marque aussi, en me disant, la franchise, est-ce que... Alors, mon ADN n'est pas forcément de rentrer dans une forme de standardisation. Et j'avais peur que rentrer dans cette standardisation, ce soit préjudiciable pour la marque, pour les gens qui, justement, les franchisés qui allaient mettre leur énergie, leur argent au service de la marque, de ne pas avoir aussi leur mot à dire. Donc, on a défini un concept architectural dans lequel on va retrouver un fil rouge, en fait, et vraiment des marqueurs qui vont permettre aux gens d'identifier la marque. Mais quand même, ce que j'ai pu observer aussi avec cette longévité, c'est qu'on ait une tapisserie à fleurs ou à rayures, c'est pas vraiment ce qui va sur ce détail que va reposer le succès du concept. Donc, on a laissé quand même une grande zone de liberté aux architectes et aux franchisés pour pouvoir justement avoir un concept évolutif dans le temps. Ce qui est super original quand même pour un réseau de franchises. C'est très atypique et je pense que c'est ce qui nous permet de vieillir moins vite parce qu'aujourd'hui, si on rentre dans un magasin qui a 5-7 ans, on sait que les tendances, les couleurs changent énormément. Aujourd'hui, voilà, on a un concept qui a su traverser le temps puisqu'il a su évoluer et ne pas rester dans un modèle rigide. C'est assez inconfortable en tant que franchiseur parce que la franchise, c'est avoir un manuel opératoire. Figer son manuel opératoire à un moment M, c'est beaucoup plus facile que le faire évoluer. Et la difficulté du franchiseur, c'est de faire évoluer son savoir-faire, de le transmettre et de rester... Et au rythme de chaque structure. Et au rythme de chaque structure, exactement. Donc c'est vraiment quelque chose, c'est un boulot de tous les jours. Écoutez, Céline, c'était passionnant. Moi, j'ai découvert plein de choses grâce à vous et je ne verrai plus vos magasins de la même façon en allant déguster vos délicieux cookies. Merci infiniment d'être venu jusqu'à nous. Vous allez rester avec nous si vous le voulez bien pour assister maintenant au journal de l'écho que vont nous présenter Karine et Isabelle et qui va retracer l'actualité économique du mois. Alors, mesdames, qu'est-ce qui s'est passé de beau au niveau de notre écosystème
le mois dernier. Vous allez tout nous dire et on va commencer par des changements d'actionnariat. Tout à fait. Avec Coverpla, la niçoise spécialiste des solutions de packaging clé en main pour l'univers de la fragrance et de la beauté, fait évoluer son actionnariat et accueille le fonds d'investissement Généo Capital Entrepreneur en tant qu'actionnaire majoritaire. L'objectif étant d'accélérer à l'international où Coverpla réalise déjà 70% de son chiffre d'affaires. Il s'agit aussi d'investir la niche du homme fragrance et de développer le service aux clients en répondant à leurs demandes de petites séries. Un autre changement d'actionnaire, Isabelle. Oui, cette fois chez la niçoise Vite, qui elle s'occupe du suivi et du pilotage de la performance énergétique des bâtiments depuis plus de 40 ans. Son fondateur, Georges Dufaux, est toujours là, mais il a passé le relais à l'équipe de management dirigée par Fabienne Gasto. Elle était directrice générale. Elle en devient présidente. Le Vite a ouvert aussi son capital au fonds d'investissement LT Capital et à BPI France. LT Capital de façon majoritaire. Une franche accélération qui porte un petit nom, Cap 2030. Karine, vous allez nous parler d'une affaire qui mousse. Oui, synergie en cours entre la brasserie artisanale Blue Coast, elle est niçoise, et sa consoeur varoise Gecko, qui se sont associés pour créer des collaborations houblonnées, augmenter leur production et se développer en France et à l'international. Ce n'est pas la dernière à déguster cette nouvelle production. Non, et c'est pas tout à fait. Et on passe aussi à Maxi Bazar, qui a 100 magasins. L'enseigne sudiste spécialisée dans l'équipement de la maison a ouvert son 100e point de vente à Mougins, dans un bâtiment flambant neuf, où elle a aussi installé son siège social, auparavant basé à Cannes, Christian. Maxi Bazar a été créé il y a 25 ans et appartient désormais au Family Office Zouari, qui détient entre autres les surgelés Picard ou l'enseigne de déstockage Stocomanie. Nous avions reçu il y a quelques mois sur ce plateau son directeur général, Jean-Marie Pomarès. Oui, tout à fait. Il nous avait parlé justement de ses projets. De tous ses projets. Isabelle. Quelle mémoire. On va retourner sur le secteur de la franchise. Monsieur Albert, l'enseigne de hot dog niçoise, a annoncé début octobre une levée de fonds de 1 million d'euros avec l'arrivée d'un nouveau partenaire, Green Bull Group. C'est un groupe de carrosses. L'objectif de cette levée de fonds, accélérer le développement en succursale et devenir l'acteur incontournable du hot dog bleu, blanc, rouge. D'ici 5 ans, l'enseigne espère ouvrir une centaine de restaurants en France et pourquoi pas à l'international pour suivre vos pas, Céline. Et je connais très bien Sébastien Dameno qui fait un travail incroyable et je lui souhaite un très très beau développement et ça fait plaisir d'avoir des collègues franchiseurs sur la Côte d'Azur. On passe à Tournaire qui réalise une opération de croissance externe au Canada. Donc Tournaire, c'est le Grassois leader de l'emballage barrière industriel en aluminium monobloc. Et en rachetant InnovaWeld, spécialisé dans la fabrication d'emballages en acier inoxydable soudé au laser, l'Azuréenne étend sa gamme de produits et répond surtout aux demandes de ses clients de solutions réutilisables et recyclables. Tournaire, dont nous avions aussi reçu le dirigeant sur ce plateau à votre place, Céline, il y a quelques mois. Isabelle. En rachetant les agences d'intérim d'insertion T+, et ISEM, le groupe Hippolito rajoute, on a reçu Pierre Hippolito sur notre plateau. Oui aussi, mais on a reçu tout le monde. On a reçu tout le monde. Le Territoire Éco, c'est l'émission incontournable de l'écosystème naturel. Tout le monde le sait maintenant, Isabelle. Le groupe Hippolito rajoute une 6e branche à son arc de service. Pour mémoire, le TI familial officie déjà dans les mobilités, l'industrie, le tourisme, l'environnement. Et j'en ai oublié l'immobilier, bien sûr, sur la création d'éthiques solutions RH. Le groupe Hippolito s'est associé à 2 acteurs de poids régionaux. On parle d'Interima et de la VARAP. Il couvrira toute la chaîne de valeur des ressources humaines, du recrutement à la formation professionnelle en passant par l'insertion. Alors, comme toujours, quelques vire-vire à la tête de nos entreprises, des nominations et des départs ce mois-ci. Isabelle. Enedis a une nouvelle directrice générale régionale. Côte d'Azur, Béatrice Pandélis succède à Pascal Dassonville. Elle aura pour mission de déployer les ambitions du gestionnaire de réseau public de distribution électrique. Côté chiffres en région sud, pour se faire une idée, Enedis, c'est 1253 salariés sur 26 sites, 37 000 km de lignes électriques pour desservir 8 millions de clients. Une autre grosse entreprise qui change de dirigeant. Pas tout à fait. Alors, après 16 années en tant que délégué régional Provence-Alpes-Côte d'Azur d'Orange et près de 40 ans passés donc chez l'opérateur téléphonique, Laurent Londex raccroche la ligne et fait valoir ses droits à la retraite. C'est le Varois Philippe Domas qui lui succède et prend la responsabilité de la région sud.
Et puis ce mois-ci, il y a eu 2 grands événements dans notre écosystème. Oui, dont un beau succès pour la 2e édition d'IBT, le salon qui réunit toutes les industries, y compris le bâtiment et les technologies, le 15 octobre. Ils étaient 4800 visiteurs à parcourir les allées de l'Alliance Riviera à Nice pour découvrir les nouveautés en la matière proposées par 90 entreprises exposantes. 2 démonstrateurs de technologie ont permis à 1700 jeunes de découvrir les métiers industriels du futur et plus de 500 candidats à l'emploi ont déposé un CV pour 400 postes à pourvoir en direct. On a assisté à la pose de la première pierre à Sophia Antipolis du futur pôle de l'innovation. Donc Alpha, c'est son petit nom, aura pour mission d'être une vitrine mondiale de l'innovation, de façonner l'écosystème du futur en accueillant dans ses murs l'école d'ingénieurs Eurecom, mais aussi des incubateurs, des clusters, des pôles de compétitivité. Et sans oublier une pépinière et un hôtel d'entreprise. Il y aura aussi la maison de l'intelligence artificielle dans ses murs. Le montant du projet, 38 millions d'euros pour une livraison prévue au 4e trimestre 2025. On passe à quelques chiffres maintenant, Karine. 60 millions d'euros sur 5 ans, c'est le plan Sud pour des intelligences artificielles 2024-2028 de la région Sud. Ce plan a pour objectif de faire de l'IA un outil utile aux citoyens et aux entreprises et de soutenir l'excellence des chercheurs et des startups régionales. On parle des lauréats de France 2030. Autre chiffre, 105, donc c'est le nombre de projets lauréats France 2030 dans les Alpes-Maritimes, soit 185 millions d'euros distribués aux entreprises maralpines. France 2030, c'est un grand plan d'innovation enclenché par l'État. Alors c'est pas mal, 185 millions d'euros, mais c'est un peu maigre comparé aux 35 milliards déjà accordés au niveau national. Ah, vous en voulez toujours plus, vous? On en veut toujours plus, mais on n'a pas de gros projets à présenter, d'où ce petit gap. Et si on parle autant d'innovation, c'est que nous fêtons ce mois-ci les 25 ans de la loi sur l'innovation et la recherche qui encourage les coopérations entre recherche publique et entreprise. Alors du coup, on passe maintenant aux mauvaises nouvelles du mois. Il y en a toujours quelques-unes. Il y en a toujours un peu. Alors, dans son budget 2025, le gouvernement veut augmenter la taxe sur les billets d'avion. Elle pourrait être multipliée par 4, voire 6, selon les destinations, regrette Franck Golnadel, le président du directoire des aéroports de la Côte d'Azur. Et ce n'est pas une bonne nouvelle pour un territoire comme le nôtre, dépendant de l'avion. C'est une en revanche pour les écologistes, je présume. Ouais. On finit avec une bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, c'est pour Mycophyto. Fin octobre, elle a participé à la visite d'État d'Emmanuel Macron au Maroc. Elle faisait partie d'une délégation d'une 40aine d'entreprises aux côtés de grosses signatures comme Thales ou Vinci. On voit ici Justine Lipuma, cofondatrice avec la ministre du numérique du Maroc, carton plein pour la Grassoise et ses solutions de biostimulation de plantes pour une agriculture plus saine et surtout plus économe, en particulier sur l'eau. Et on sait toute l'importance que ça peut avoir sur un marché tel que l'Afrique. Merci infiniment à toutes les deux. Céline, je pense que vous avez pu voir à quel point notre territoire est riche et diversifié. Un petit mot de conclusion sur ce journal de l'écho, vous avez appris des choses? Mais complètement, et je pense que je vais venir régulièrement comme ça, prendre des nouvelles en direct. C'est très agréable, merci beaucoup. En tout cas, mille merci à vous d'être venus. Et nous passons maintenant à la Minute d'Agnès. Et nous accueillons Agnès Farrugia sur ce plateau qui, comme très souvent maintenant, va nous présenter sa Minute d'Agnès. Alors, la Minute d'Agnès décrypte avec humour, chère Agnès, et pédagogie, une notion économique. Alors, vous avez décidé d'éduquer votre nièce Lola depuis quelques mois à l'économie. Bon, ça c'est pas toujours facile. C'est pas ça. Cette fois-ci, vous tentez un pari quand même audacieux. C'est quoi? Alors, cette fois-ci, on tente le pari de lui expliquer la différence entre le B2B et le B2C, deux termes économiques un petit peu barbares, qui expliquent juste la cible client, tout simplement, mais que Lola n'a pas tout à fait saisi. Alors, allons-y, allons voir ce que Tata va expliquer à Lola. Tata, tu te rappelles, je suis allée revoir ton banquier, tu sais, celui qui voulait pas financer mon projet. Bah oui, je me rappelle, ma chérie, celui qui t'avait demandé ton business model. Bon, bah tu sais, je lui ai dit que je finançais mon concept, tu sais, le parapluie qui s'ouvre intégré à la laisse de chien, là, une dinguerie, bref. Et là, il me demande, est-ce que c'est du B2B ou du B2C? Oui, c'est normal, il veut savoir à qui tu t'adresses. Comment ça, à qui je m'adresse? Lola, une société qui fabrique des cartes à puce, par exemple, elle va les vendre à une autre société qui fabrique des téléphones ou des cartes bancaires, tu vois. Ça, c'est du business to business. Mais toi, ton parapluie, là, qui sort, là, quand il pleut, dans sa laisse et tout ça pour le chien, bon, bah, tu vas le vendre à des propriétaires de chiens, donc à des clients finaux. C'est du business to consumer, donc du B2C. Ah, d'accord. Ah, mais moi, je lui ai pas répondu ça du tout. Ah,
Et tu as dit quoi? Tu sais, Tata, j'ai des notions d'anglais depuis que la Corrèze irlandaise est venue 3 jours il y a 10 ans. Bon, et ben là, quand il m'a dit, est-ce que vous faites plutôt du B2B ou du B2C? Et ben moi, je lui ai dit, monsieur, la cible, c'est pas Shakespeare, hein. J'ai failli dire, t'es con ou quoi? Mais heureusement que je suis poli, hein. Non mais Lola, tu abuses. Non mais Tata, on fait déjà des études de ouf pour faire une techno innovante, super bien, qui plaise aux gens. Si en plus il faut avoir un bac plus 5 en économie pour parler aux banquiers, non mais où va-t-on? Je te le demande, où va-t-on? Mais oui, tu as raison Lola, B2C or B2B, telle est la question. Non mais Tata, là t'es vraiment pas drôle, pas drôle. Bien, je ne suis pas sûr que Lola a définitivement compris les notions si, de B2B. Elle a compris. Elle a compris. Ouais, puis je voulais vous dire aussi, vous avez une sacrée petite ressemblance avec votre nièce quand même. Hein. Oui, on le dit, voilà. on le dit, on Presque le dit. plus jeune qu'elle, c'est incroyable. Bon. Merci beaucoup Agnès, on se retrouve le mois prochain pour une autre notion d'économie décryptée par Tata. Tout à fait. Pour Lola. Merci. Merci Christian. Et nous terminons ce 18e numéro de Territoire Éco avec le pitch du mois. En tant que patron, on doit se soucier des conditions de travail de ses collaborateurs, mesdames, n'est-ce pas? Tout à fait, toujours. Et Giacomo Saccone, le fondateur et dirigeant de la start-up sophipolitaine Tétis, s'est attaqué à ce problème en inventant le plus petit circuit fluidique thermodynamique d'Europe jamais réalisé. Intégré à du textile comme un gilet, son procédé breveté permet de réguler la température du corps. Giacomo, bonjour. Bonjour. Vous allez avoir 90 secondes en regardant le petit chronomètre qui va s'afficher derrière Karine pour nous expliquer comment cela fonctionne et à qui vous vous adressez. La caméra est devant vous. Attention, top chrono. Avec plaisir. En 2011, à l'université de Pise, à côté de la tour Poncher, mes études en ingénierie nucléaire s'intègrent avec mon intérêt pour les défis de refroidissement des systèmes spatiaux. Cette année marque le début d'un parcours entre l'Université de Pise, le CEA Paris-Saclay, l'Agence spatiale européenne, les MIT à Boston et Thales Alenia Space à Cannes. Ce parcours m'amène à concevoir les plus petits circuits fluidiques jamais conçus pour le bien-être des personnes. Je suis Giacomo, ingénieur nucléaire et docteur en contrôle thermique spatial, et j'ai fondé Tétis avec la mission d'apporter du confort thermique aux personnes. Tempesta, c'est notre dispositif, issu d'une technologie de rupture brevetée, s'inspire, utilise et adapte des technologies de contrôle thermique déjà utilisées dans les secteurs du nucléaire et du spatial. Tempesta, donc, est un dispositif miniaturisé, entièrement portatif, qui fonctionne un peu comme une clim réversible, et il permet donc aux travailleurs, nous on opère en B2B, comme expliquait Agnès tout à l'heure, il permet donc aux travailleurs de maintenir la température qu'ils souhaitent, quoi, même dans des conditions extrêmes. Merci beaucoup Giacomo. Et alors je crois que vous nous avez amené le fameux produit. Si vous pouvez nous le montrer, parce que effectivement rien ne vaut que la démonstration par l'exemple. Donc ça, on l'a développé avec l'aide de la mairie de Vandelieu. Donc il y a des mairies qui sont très attentifs à l'innovation. Donc Vandelieu, c'est une d'entre elles. Et effectivement, donc on a développé avec eux un gilet pour la police municipale quand ils opèrent en été. Donc là, c'est que du refroidissement. On peut faire refroidissement et chauffage. Donc c'est un système réversible en réalité. On voit les capteurs derrière qui permettent effectivement, de réduire la température. Ouais. Super. Merci infiniment de votre présence. C'est avec vous que s'achève cette émission que vous pourrez voir et revoir sur nos sites internet, nos pages Facebook et la chaîne YouTube du groupe Nice Matin, mais aussi bien sûr sur le site de la Tribune Côte d'Azur, tribica.net. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci à Sophie Doncet et Philippe Bertini pour la réalisation de cette émission, Chloé Wargard pour sa conception. Merci à vous, Karine et Isabelle, pour ces longs mois de vie commune sur ce plateau de Nice Matin. Et oui, petite émotion pour moi aujourd'hui, c'est la dernière de Territoire Éco. Mais je vous laisse en de très bonnes mains. Vous voyez, il y a même un petit spécial dédicace aujourd'hui, l'ADER, voilà. Mais ce n'est pas l'ADER pour tout le monde, en tout cas pas pour vous, chers amis de l'écosystème azuréen, pas pour vous, mesdames. Merci encore infiniment à tous et à très bientôt.